Chloé Morin, qui est politologue, experte associée à la Fondation Jean Jaurès, Richard Malka, avocat notamment, Vincent Jeanbrun, maire de l'Île-et-Rose, Thierry Bonnet, le président du CESE, Laetitia Straub-Bonnard, qui est rédactrice en chef idée débat du magazine L'Express, qui est également essayiste, et Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. Mesdames et messieurs, un peu de silence s'il vous plaît. S'il vous plaît, vos voisins souhaitent peut-être assister à la séquence. Vos voisins souhaitent peut-être assister au débat. Merci de faire un peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va accueillir les prochains intervenants et on va les écouter, les respecter comme il se doit et permettre à vos voisins, qui eux souhaitent peut-être assister à la table ronde, de l'écouter attentivement. Merci à tous. Cher Emmanuel, j'ai fait le pire. Merci beaucoup Nicolas, et vous avez présenté nos intervenants, notre panel. Merci à vous. Donc je ne vais pas recommencer parce qu'on a relativement peu de temps pour un thème dont nous convenions il y a quelques minutes qu'il pourrait nous occuper toute la journée. Je suis ravi donc d'être avec vous et surtout de faciliter le dialogue entre vous. Je vous demanderai d'être, on va faire un premier tour de table, mais d'être assez concis pour que vraiment il puisse y avoir des échanges sur un thème. Alors c'est Demain ne meurt jamais, le thème de ces rencontres REF. Et là, vous êtes allé au cœur d'un sujet, mortelle démocratie, qui semble presque une antithèse. Car quand je vous ai parlé à chacun pour préparer ce débat, on a senti de l'inquiétude, le sentiment d'un risque, le sentiment d'une fragilité démocratique. Elle n'est pas nouvelle. Raymond Aron avait souligné la fragilité de nos démocraties. Et le sentiment, peut-être demain, d'un possible basculement, des sondages qui nous disent qu'une partie non négligeable de la population serait prête à tenter autre chose, un régime autoritaire, etc. Je vais être assez bref pour que justement vous puissiez débattre entre vous. Et je vais me tourner vers le plus politique d'entre nous. Tout d'abord, en quelques instants, Xavier Bertrand, après ces émeutes urbaines, après les violences auxquelles on a assisté, un climat de rentrée qui pose des questions démocratiques autour de thèmes de laïcité, on y reviendra dans quelques instants. Est-ce que vous analysez la période que nous vivons comme une crise de valeurs, une remise en cause de la nature même du régime qui est le nôtre, ou alors plutôt une crise de son efficacité et de son fonctionnement? Je préfère qu'on puisse se poser la question de comment on relégitime la démocratie et comment on améliore son fonctionnement. Si je peux paraphraser Winston Churchill, c'est un mauvais système, mais il n'y a pas mieux. C'est ça. Il n'y a pas mieux. Et je pense que l'intitulé aurait pu s'intituler, je ne sais pas si ça aurait été plus provocateur, c'est le match démocratie-dictature. Et à l'échelle du temps... Démocrature, disent parfois certains, oui, c'est-à-dire qu'on aurait des échelons intermédiaires. Tout ça, c'est de la flûte, c'est démocratie ou dictature. La démocratie, c'est quand même le fait de pouvoir choisir. Et qu'est-ce qui peut s'opposer à cette aspiration profonde de pouvoir choisir? La question qui se pose, parce qu'on le voit en France, mais on le voit de façon internationale, c'est que je pense pour ma part que la démocratie, et donc la politique, est confrontée aujourd'hui à une crise du résultat, avant même la question des valeurs. Une crise du résultat, les gens ont le sentiment qu'ils vont voter, que ça ne sert pas à grand-chose, que ça n'améliore pas forcément leur vie, et que leur avis n'est pas suffisamment pris en compte. Derrière cela, vous pouvez avoir des phénomènes plus franco-français. Je pense qu'aujourd'hui, notre démocratie, notre système de gouvernance est beaucoup trop vertical, beaucoup trop technique. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a aussi, au-delà de la crise du résultat, des choses qui viennent miner la démocratie. Je pense notamment à la question de la violence. Une violence qui se développe, qui se généralise. Vincent pourra en parler notamment beaucoup mieux que personne ici. Mais ça, c'est un phénomène qui est très marquant parce qu'il peut provoquer aussi une réaction de la part de beaucoup de nos concitoyens qui, dans ces cas-là, sont prêts à abdiquer une part des libertés pour plus de sécurité. Puis ça nous renvoie aussi à la crise de l'autorité. Et après, il y a un autre phénomène qui n'est pas seulement franco-français, mais qui peut limiter le choix et restreindre le champ de la démocratie, c'est la place de l'intelligence artificielle, plus que des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui, à un moment donné, va faire que, même si on a le sentiment de choisir, on n'est plus en mesure de choisir? Donc très clairement, dans ce match entre les deux, je continue à croire à la démocratie, mais elle a sérieusement besoin d'être légitimée, en France, en Europe comme ailleurs. Et on verra, peut-être dans une deuxième partie, en tout cas je l'espère, comment on peut mettre en place un certain nombre de solutions. Mais je me tourne vers Chloé Morin parce que ça prolonge ce que vient de dire Xavier Bertrand, puisque le titre même de votre livre, « On aura tout essayé », tente à suggérer la tentation du pourquoi pas,
qui pourrait séduire par accident peut-être, mais peut-être par volonté plus ferme, une majorité de nos concitoyens. On sait que ce qu'on appelle parfois d'un raccourci le populisme ou la tentation d'un régime plus autoritaire a un potentiel qui pourrait être supérieur à 50%. Est-ce que les facteurs sont pour vous réunis pour un tel basculement, malgré le relatif optimisme qu'exprime Xavier Bertrand ? Nous sentons bien qu'une part croissante de la population considère que dans le système actuel, ils ne trouvent pas le changement qu'ils souhaitent pour leur vie. Et donc, il y a une manière d'aller chercher le changement, c'est la radicalité, qu'elle soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Mais il y a aussi d'autres manières, et Xavier Bertrand l'a évoqué, c'est la violence. Et au fond, je pense que nous partagerons tous ici l'idée que la démocratie est en difficulté aujourd'hui. Mais si on se projette un tout petit peu en avant, finalement, à mon avis, c'est juste le début des problèmes parce que la crise climatique va accroître les pressions qui sont exercées sur notre système politique. C'est-à-dire que c'est un facteur supplémentaire de déstabilisation ou de doute, cette crise autour du climat. Au fond, un système politique, il sert à prendre des décisions collectives pour répondre aux problèmes qui se posent à la société. Et l'utilité de la démocratie, c'est de répondre notamment à la crise climatique. Et si nos démocraties ne font pas la preuve qu'elles permettent de prendre des décisions qui soient à la fois acceptables et efficaces pour lutter contre la crise climatique, alors nous allons voir une part croissante des gens qui vont se désolidariser de la démocratie. Et on le voit déjà aujourd'hui, c'est-à-dire que le militantisme écologiste violent occupe une part de plus en plus importante de la jeunesse notamment, mais pas uniquement. Et quand on mesure le soutien de la population à ces actions violentes au nom du climat, c'est un soutien qui est minoritaire, mais qui est de 20%. Donc 20%, ça fait quand même beaucoup de monde. Et donc, il faut bien mesurer que la question climatique va être une pression supplémentaire ajoutée à toutes les autres, à la crise sociale, à la crise de sens, à la crise d'autorité, qui va s'ajouter donc à toutes les autres pour tester nos démocraties. Alors ça, c'est intéressant. Ça me conduit à me tourner vers Thierry Baudet, le président du CESE, parce que vous avez conduit une convention citoyenne sur le climat, qui a été considéré comme un échec, parce que non suivi d'effet par le gouvernement. Est-ce que ça montre aussi que quand la démocratie sort de son cadre purement institutionnel et électif, et qu'elle essaie de s'élargir, est-ce que finalement, il n'y a pas là le signe de quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui renforce la tendance que vient de nous décrire Chloé Morin ? Moi, je pense que notre démocratie, elle est sur le reculoir, parce que d'une certaine manière, on la limite à la démocratie représentative et parce qu'on réduit le citoyen à l'électeur. On parle souvent de crise de la démocratie. Moi, j'observe que la crise de la démocratie, ce n'est pas une crise de la décision. Même dans le contexte actuel sans majorité, on prend des décisions. Mais c'est un sujet de construction des décisions et de consentement à la décision. Et ce qui est clair, c'est que les citoyens, ils ne veulent plus simplement dire oui ou non, stop ou encore. On est en période de rentrée scolaire. Moi, j'aime à dire que la démocratie, c'est comme le bac. On ne peut pas se contenter d'un grand oral tous les 5 ans, mais il faut du contrôle continu. Et j'observe que de ce point de vue, quand on la laisse faire, la démocratie sociale, par exemple, fonctionne mieux que la démocratie politique. Donc moi, ce pourquoi je plaide, c'est pour compléter en quelque sorte la démocratie représentative. Mais pardon, elle est assez faible. Je vous citais cette convention citoyenne. L'institution que vous présidez, le CESE, on dit parfois qu'elle a le pouvoir du premier mot. Elle n'aura pas le dernier mot parce que ce sera mais elle est souvent critiquée par son manque d'impact. Oui, mais vous savez, la société, elle ne veut pas se substituer aux représentants élus. Mais les représentants élus, aujourd'hui, notamment compte tenu des conditions de l'élection, ils ne refont pas le plein de carburant démocratique qui leur permet de traverser un mandat sans revenir vers les citoyens. Moi, je dis, il faut changer de culture. Il faut redonner un désir de démocratie et donc pour changer de culture, il faut changer d'outil. Et la Convention citoyenne climat, je ne partage pas votre analyse. C'est-à-dire qu'à l'étranger notamment, ça a été perçu comme une grande innovation démocratique. Il faut tester des dispositifs nouveaux. On vient d'organiser
organisé une convention citoyenne fin de vie. 185 citoyens tirés au sort ont montré que quand on réunit les conditions d'une délibération véritable, ils peuvent travailler sur des sujets importants de manière apaisée et formuler des propositions qui ont du sens. En fait, ce qu'il faut inventer, c'est un nouveau chaînage démocratique. Il ne s'agit pas de se substituer à la démocratie représentative, mais de lui donner des points d'appui. Alors Richard Malka, quand on s'est parlé avant ce débat, je vous ai appelé, et vous qui êtes un grand défenseur des libertés, avec un engagement très fort et qui n'hésitez pas à prendre des risques, je vous ai senti désabusé sur les effets des combats démocratiques que vous avez menés, sur la liberté d'expression notamment, comme si nous étions à la fin d'un cycle. Vous m'avez même dit on est mûr pour n'importe quelle aventure. Donc je vous sens plus sombre que ce qu'a dit Thierry Baudet. Alors j'essaie de rester optimiste, mais c'est vrai que les raisons de l'être ne sont pas forcément très nombreuses. Ça m'intéresse la dialectique de Xavier Bertrand sur démocratie, dictature. En fait, c'est la question fondamentale. Est-ce que la démocratie n'est pas qu'une parenthèse dans l'histoire humaine? Et ce que tu évoquais, Chloé, s'insère d'ailleurs dans cette problématique-là, parce que quand il y a une crise et un discrédit de la démocratie, alors ceux qui pensent être dans le bien, comme ces écologistes violents, veulent l'imposer à tout le monde, et peu importe la démocratie, puisqu'elle est discréditée. Alors, on peut insérer ça dans quelque chose de très ancien, dans une théorie politique cyclique qui a été inventée par quelqu'un qui s'appelait Polybe de Mégalopolis, qui était le Jérôme Jaffray de l'Empire romain, et qui considérait qu'il y avait des cycles politiques qui recommençaient de toute éternité. Et alors ça commence par un homme fort, la royauté, un monarque éclairé, et puis à un moment ça dégénère forcément en despotisme, et puis à un moment les aristocrates, les nobles se rebellent. Ça s'appelle l'anacyclose, cette théorie. Donc il renverse le despotisme et puis il crée une aristocratie. Et puis ça dégénère en oligarchie. Et puis à un moment, le peuple n'est pas content, donc il renverse l'oligarchie et ils fondent une démocratie. Et c'est là que ça devient intéressant. À un moment, la démocratie dégénère elle-même en ce qu'on appelle une ochlocratie, c'est-à-dire le pouvoir de la foule. Et pour Polybe, repris ensuite par ces deux plus grands politistes qui n'ont jamais existé, que sont Cicéron et Machiavel, le pouvoir de la foule, l'ochlocratie, c'est le pire des régimes. C'est la tyrannie la plus féroce. On pourrait penser qu'il prophétisait ce qu'allaient être les réseaux sociaux. Et à partir du moment où on est dans l'ochlocratie, dans le pouvoir de la foule, alors là, ça devient n'importe quoi. On est la foule ou les minorités, d'ailleurs. N'importe qui. Et à un moment, il y a du coup une aspiration à un homme fort et on recommence le cycle. Et on peut se demander si on n'est pas au dernier stade de ce cycle-là. Simplement, alors on peut parler des États-Unis, j'en parlais avec Xavier Bertrand, moi j'ai été fasciné, c'est ce qui m'a peut-être le plus fasciné ces dernières années, par une phrase de Donald Trump. En 2016, il se présente aux élections américaines et il dit publiquement, moi, je peux sortir dans la rue, sur la 5e avenue, je peux tuer quelqu'un et je ne perdrai pas une seule voix. Il dit ça. Mais il est battu la fois d'après. Il n'y a pas de propos plus méprisants, plus cyniques, plus idiots, plus vulgaires. Xavier Bertrand, il a quand même été battu. Il a quand même été battu. Élu là. Mais même s'il a des soutiens. En 2016, il est élu. Si je prends maintenant la situation française, je constate que plus de 50% de l'électorat vote pour des partis extrêmes, pour la radicalité. Je constate que la gauche non radicale a complètement disparu, n'existe plus idéologiquement, que la droite non radicale n'est pas en très bon état non plus, qu'il y a une crise de leadership, qu'il y a une crise idéologique, on ne sait plus à quoi l'identifier, que les Verts ne trouvent rien de mieux à faire que de prendre pour modèle un rapport qui traite les homosexuels de Tarlouse et qui fait des blagues sur la Shoah, comme modèle sociétal. Je pense qu'on aurait pu trouver quelqu'un d'autre quand même. La crise, le désamour, le discrédit, elle est profonde. Il y a aussi on sent une aspiration monter. Il y a un discrédit il y a un discours sur les institutions judiciaires
que l'on cherche à discréditer. Le Conseil d'État, il faut s'en passer. Les institutions européennes, ça nous empêche de faire tout ce qu'on veut. Donc en fait, toutes les institutions sont discréditées les unes après les autres. Et effectivement, Mais vous avez un noyau dur électoral qui demeure quand même ancré dans la démocratie, même s'il diminue d'année en année. Non. Je sais, quand vous avez un doute. 50% des personnes qui sont prêtes à voter pour LFI ou le RN, il y a un doute. je ne sais pas si on n'est pas prêt à n'importe quelle aventure, en fait. Ouais. Si un homme fort, charismatique se présentait, oui, je ne sais pas si on tient autant que cela à la démocratie encore aujourd'hui. Et si vous voyez ce qui se passe dans le monde, l'Argentine est prête à voter pour un populiste virulent. En Hollande, il y a une révolution agraire qui a renversé le gouvernement. En Allemagne, l'extrême droite reprend des couleurs très 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 vives. En Allemagne, on pensait que c'était le pays le plus immunisé contre cette tentation, partout dans le monde. Et aux États-Unis, Donald Trump sera probablement le candidat des Républicains, ce qui est complètement fou. Et on pourrait parler d'Israël et du débat sur la Cour suprême. Et on peut parler d'Israël également. Donc il y a une crise de la démocratie. Elle est devant nos yeux. Bon, Laetitia Strauss-Bonnard, parce que ça s'appelle Demain ne meurt jamais. Donc vous ne sortirez pas d'ici en vous tirant une balle. Hein. On va essayer de vous remonter le moral et vous montrer qu'alors je ne sais pas si vous allez réussir, mais c'est vrai que votre livre de la France essaie quand même d'éviter une forme de déclinisme. Constat de gravité de situation, mais est-ce que néanmoins il y a des remèdes à cette fatigue démocratique? Est-ce que finalement la force de la démocratie c'est sa fragilité, c'est-à-dire c'est la capacité qu'elle a de s'autodétruire, c'est le seul système qui n'est pas fermé, qui a une forme d'ouverture en lui, mais s'il a une ouverture, il a peut-être une capacité de rebond. Oui, je le pense. Mais avant de vous répondre là-dessus, je vais quand même revenir au diagnostic. Déjà, bonjour et merci pour votre invitation. Pour revenir simplement à ce qu'est une démocratie, je vais prendre une image très simple. Une démocratie, c'est un petit peu tout cet espace-là. Imaginons que nous soyons une démocratie. Donc, il y a le public, donc vous tous, vous êtes les citoyens de notre démocratie, et nous sommes vos représentants. Et l'idée, c'est que vous nous avez choisis parce que vous voulez prendre des décisions pour l'État, pour votre pays, votre petit pays, mais vous ne pouvez pas les prendre seuls. Vous êtes trop nombreux, vous avez des avis très différents, vous n'arrivez pas à vous entendre, et puis il y a des groupes, il y a des minorités qui ne s'entendent pas, il y a des individus qui ne s'entendent pas avec les autres. Bref, vous nous avez choisis et nous devons débattre pour prendre des décisions. Et ça marche bien parce que nous ne sommes pas si nombreux que ça. Le problème, c'est que notre démocratie, la démocratie française aujourd'hui, elle est un peu déréglée, comme si cet espace était déréglé. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu d'être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nous étions un, tout seul, qui décide tout le temps, et qui après fait semblant de discuter avec les autres, mais il a déjà pris sa décision. Et puis comme si aussi vous, en face, vous n'écoutiez pas complètement, vous regardiez votre portable, ou vous n'aviez pas envie d'être là, ou bien vous pensiez mieux savoir que nous, ou bien vous voudriez avoir une autre conversation. Tout ce qui peut arriver dans une démocratie et qui est complètement légitime. Mais je pense que ce que nous avons perdu aujourd'hui, c'est cette idée qu'il faut fabriquer du consensus, pardon pour l'expression un petit peu bateau, et que c'est compliqué, mais qu'on sait le faire et on devrait réapprendre à le faire. Concrètement en France, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui la personne toute seule qui décide tout? C'est le président de la République, on le sait, il a énormément de pouvoir qui lui sont conférés par la Constitution, mais aussi l'usage. Si on compare la façon dont le président actuel exerce le pouvoir et la façon dont Charles de Gaulle l'a exercé au début, c'était assez différent. Le Parlement, par exemple, dans les années 60, avait plus de pouvoir qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les parlementaires, évidemment, qui font un travail exceptionnel et qu'on doit saluer, n'ont pas un rôle assez important. On le sait. On sait tout ça, en fait. Je ne vais pas le répéter. Donc, on a dans notre démocratie une personne qui décide de beaucoup de choses et ça ne fonctionne pas. Mais en face, qu'est-ce qu'on a? On a une société où de plus en plus de personnes refusent l'idée même qu'une fois qu'un consensus démocratique est trouvé, il faut le respecter. Un consensus ou qu'une majorité? Parce qu'au fond, la règle démocratique, c'est que même si on n'est pas d'accord, quand il y a eu 50 plus 1,
on accepte la loi de la majorité. Alors, tout à fait. Après, quand les représentants dialoguent, eux, ils respectent aussi la loi de la majorité. Mais il y a aussi des cas où on peut parler de consensus sans qu'il y ait forcément un jeu comptable. Et ça, c'est assez grave, parce qu'on va entendre toutes sortes de discours. Les gens qui vous disent « moi, je suis un individu différent, je ne veux pas faire comme les autres, je ne veux plus voter, par exemple, j'en ai pas besoin, je profite du système sans y contribuer ». D'autres gens qui constituent des groupes minoritaires, séparatistes, qui eux aussi ne jouent plus ce jeu puisqu'ils n'acceptent pas ensuite la décision qui est prise par consensus. Et vous avez une dynamique aussi là qui est plus de l'ordre de l'opinion publique, où certaines personnes vous disent « ah mais moi je suis plus éduquée, nous sommes tous plus éduqués, tous ceux qui ne sont pas éduqués, qui ne votent pas bien, qui ne votent pas comme nous, on ne peut pas les écouter, on ne doit pas les écouter, ce sont des extrêmes ». Et à partir du moment où vous avez dit que quelqu'un est extrême, en fait vous dites que son opinion n'est pas légitime et ne peut pas être discutée en démocratie. Tout ça c'est très grave, et en plus tout ça s'alimente. C'est-à-dire que l'unicité du pouvoir, à l'unicité du pouvoir répond en fait le bazar d'une société qui n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc peut-être que là je remonte un peu loin et c'est un peu théorique, mais je pense qu'il faut trouver des mécanismes pour reproduire du consensus comme on est censé le faire en démocratie. Et à mon sens, si on parle simplement des institutions, c'est-à-dire de ce qui concerne ce côté de l'espace, il faut décentraliser le pouvoir, il faut le déconcentrer, il faut le disperser. Il faut donner du pouvoir notamment aux régions. Il faut décentraliser bien davantage qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Il faut plus de contre-pouvoirs. Et dans les contre-pouvoirs, j'inclus la société civile. Donc également... Et là, vous rejoignez Xavier Bertrand comme Thierry Baudet. Et les entreprises et leur représentation. Oui, on va y venir. Et là, je vais terminer par là, le problème c'est que le citoyen français est paradoxal. C'est-à-dire qu'il se plaint de tout ça, il veut tout ça, et en même temps, quand on lui dit qu'on va le faire, il a peur. Parce qu'il pense que la décentralisation, la déconcentration du pouvoir, c'est la fin du pouvoir. Mais pas du tout. C'est ce qui permet le débat et la décision. Or, aujourd'hui, on fait le contraire. On décide et ensuite, on fait semblant de débattre. Voilà, ça c'est ma proposition. Et on va y revenir en débattre. Je suis heureux qu'on ait le témoignage aujourd'hui de Vincent Jeanbrun, maire de La Haye-les-Roses. Vous pouvez applaudir à Laetitia Stroche-Bonnard, bien sûr. On sait l'attaque dont vous et votre famille a été victime dans la nuit du 1er au 2 juillet, au moment de cette période des émeutes. Vous dites ce matin dans une grande interview au Parisien, la peur ne gagnera pas. Vous prenez un nouveau plan anti-ghetto. Quels sont les enseignements qu'avec un peu de recul et encore bien sûr de la souffrance d'un traumatisme qui n'est pas, qui peut pas se surmonter à court terme, alors même qu'a été attaqué l'élu local, on l'a vu dans ces émeutes, c'est-à-dire le maire, celui qui jusqu'à présent dans cette crise des institutions résistait le mieux à toutes les formes de remise en cause. Comment pour vous, vous analysez ce moment de passage et ce moment où il y a eu ce passage à l'acte qui semble être le témoignage d'une gradation supplémentaire dans la mise en cause démocratique? Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Et merci d'être là. Écoutez, c'est évidemment une leçon de vie qu'on paye extrêmement cher. Oui, une ligne a été franchie. Et pour faire le lien avec le thème de cette réunion, ce qu'il faut retenir, c'est que notre démocratie est plus fragile que jamais. Vous l'avez dit, les maires, ceux qui sont les derniers remparts de la République sur le terrain, sont attaqués aujourd'hui, comme l'ont été il y a peu les pompiers, avant eux les médecins et avant eux encore la police. Tous les symboles de la République sont attaqués. Ça signifie que même si je veux rester optimiste et je veux rester combatif, il faut s'avouer quelque chose. Notre modèle démocratique est profondément en danger. Il est profondément en danger. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est une promesse. C'est une promesse de protéger, de soigner, d'éduquer, d'émanciper. Et cette promesse, aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, elle est totalement déçue. Dans les quartiers populaires, ce qu'on appelle, vous savez, les quartiers prioritaires, qui en réalité n'ont jamais été la priorité de personne, la République, la démocratie, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Quand vous avez des miliciens, des mafieux avec des kalachnikovs qui font un checkpoint à l'entrée des quartiers où vivent en France, mes amis, entre 5 et 6 millions de Français,
ces 5 à 6 millions de Français ne sont plus en République, ne sont plus en démocratie. Et pourtant, on y a on mis ne des peut pas moyens. accepter ça. On y a mis des moyens. Et bien sûr qu'il y a eu beaucoup de moyens mis dans ces quartiers, mais bien souvent gâchés, parce que quand on utilise l'argent public pour simplement refaire la peinture de la cage d'escalier, on ne fait pas de la rénovation urbaine, c'est une arnaque. Il y a bien d'autres façons d'investir l'argent plutôt que de le jeter par les fenêtres. La démocratie, elle est en danger parce qu'en réalité, elle est devenue inefficace. Quand on habite dans ces quartiers-là ou n'importe où en France, on ne trouve plus de médecins, que les écoles n'arrivent plus à recruter d'enseignants, que la police elle-même n'arrive plus à recruter, alors effectivement, la démocratie, la République ne tient plus sa promesse. Moi, j'ai une conviction qui peut-être s'est renforcée au moment de l'attaque qu'on a subie, c'est que ce n'est pas tant les totalitaristes qui menacent la démocratie. Eux, ils viennent ramasser les miettes après. Ce qui menace d'abord et avant tout la démocratie, c'est la perte d'efficacité. C'est la perte d'efficience. C'est quand on n'est plus capable de tenir ses engagements, quand on ne délivre plus le service. À ce moment-là, les usagers du service, les usagers de la démocratie, eh ben, ils se détournent de nous. Ils se détournent de la classe politique, cher Xavier. Ça fait bien longtemps qu'on est montré du doigt comme si on ne servait à rien. Ils se détournent des responsables politiques et puis ils ont besoin d'accuser ici le chef d'entreprise qui serait trop méchant, ici tel ou tel responsable. Cette menace-là, on est en plein dedans. L'impuissance de notre démocratie, l'impuissance de notre République, c'est ce qui fait que nos concitoyens sont en train de regarder ailleurs et sont prêts effectivement à courir des aventures extrêmement dangereuses. Alors pour répondre à ça, il faut répondre par du courage politique. Ce courage politique, il manque aujourd'hui parce que bien souvent, l'homme politique, le responsable politique, il pense à la prochaine élection plutôt que penser à la prochaine génération. Et ça amène à jouer la sécurité. J'en fais le minimum, je bouge pas trop, j'essaie de me fâcher avec le moins de personnes possible, je tiens jusqu'aux prochaines élections, puis après on verra bien. Ce n'est plus possible, sauf à remettre les clés du camion à l'extrême droite dans notre pays ou à l'extrême gauche. Et cette conviction-là, je suis heureux de la partager avec vous aujourd'hui à la REF 2023 parce que vous êtes celles et ceux qui savaient ce que c'est que le courage. Vous êtes celles et ceux qui avaient eu le courage à un moment donné dans votre vie d'entreprendre, de prendre un risque, de se dire je ne vais peut-être pas réussir au premier coup, mais au moins j'aurais tenté. Moi je suis un enfant des barres HLM de ma ville. Et si je suis rentré à un moment donné en politique, c'est parce que je vivais profondément une injustice à avoir l'impression qu'on était stigmatisé, assigné à résidence. Certains diraient même aujourd'hui assigné à violence. Et je me suis engagé parce que j'avais à l'époque envie de changer le monde et encore aujourd'hui envie de changer notre société, envie de changer notre pays. Cet engagement, il est lié à cette envie de prendre des risques. Et notre démocratie, c'est ma conviction, elle ne s'en sortira qu'à condition de prendre des risques, de sortir du statu quo. Lesquels ? Le risque de renouer avec une autorité, de renouer avec l'ordre, mais aussi avec l'innovation, avec le progrès et de laisser de la liberté. En fait, on a trop souvent en France considéré que les pouvoirs publics, pour agir, ils devaient créer des lois et réglementer. On doit normer. Quand on norme, on fait quoi? On interdit. Et on est arrivé à un stade où on interdit tellement de choses qu'on n'est plus capable aujourd'hui de faire appliquer les lois. On en parlait avant la table ronde. On a des lois qu'on ne sait même plus faire appliquer. Et finalement, qui sont les seuls qui sont pénalisés par ces lois parce que qui sont les seuls qui les respectent? C'est les honnêtes gens. Et le voyou, on l'a vu pendant les émeutes, ils ne respectent plus les lois, ils n'ont plus peur de la police, ils n'ont plus peur de l'uniforme. On fait la REF 2024 dans les quartiers nord de Marseille, je pense qu'on en tirera tous une sacrée leçon, parce que là-bas, il n'y a plus de respect de la loi de la République. Et le courage, ce serait d'avoir déjà la capacité à faire ce constat et à dire notre République aujourd'hui est inefficace et il faut effectivement redonner du souffle, de la liberté, du courage. On a devant nous un défi qui est considérable. Redonnons effectivement de la liberté aux maires, aux élus locaux, aux présidents de région, cher Xavier, et aux chefs d'entreprise. Arrêtons de vouloir tout réglementer. Moi, je n'en peux plus d'entendre des ministres. Je n'en peux plus d'entendre des ministres nous expliquer qu'ils ont créé des emplois, ils ont fait baisser le chômage, ils ont créé de la richesse,
Mais qui crée des emplois? Qui crée de la richesse? C'est vous, mesdames et messieurs, c'est vos salariés, c'est ceux qui aujourd'hui travaillent. Et il faut qu'on puisse vous donner du souffle, de l'oxygène, et certainement pas vous normer en permanence. Et donc il faut libérer le pays. Ça demande du courage politique. Et je crois que collectivement, on peut lancer un signal et un appel. Merci. Donc, autorité, liberté. Vous pouvez applaudir Vincent Jeanbrun. Je voudrais venir sur une question d'actualité, c'est sur notre capacité à faire société. Parce que derrière la question démocratique, il y a la question de la laïcité. De façon assez étonnante, la rentrée scolaire qu'on est en train de vivre se passe autour d'un débat pour ou contre l'interdiction du port de l'abaya. Je viens parce que c'est un exemple très concret. Xavier Bertrand, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien que ce thème arrive? Est-ce qu'il faut être ferme sur le sujet? Est-ce qu'il y a à un moment donné une dictature des minorités? Comment est-ce qu'on gère ça? Ah, il était temps. Il était temps quand même. Ça fait maintenant des années que l'on voit, depuis cette loi sur le foulard, qui avait été voulue à l'époque par Chirac, on voit les atteintes régulières. Là, le ministre a fait une très bonne intervention en indiquant qu'il n'est plus question de l'abaya. Il était temps. Même si certains contestent que ce soit un signe religieux. Non, non, attendez, il faut arrêter de plaisanter. On sait pertinemment pourquoi c'est porté à l'école. C'est clairement une atteinte à la loi sur le foulard. Il fallait la faire respecter. On a perdu du temps. Il était temps de le faire. Tant mieux. Maintenant, il y a aussi autre chose, parce que bon, moi je suis pour ça, mais si on franchissait aussi une étape supplémentaire sur la question de l'éducation, si vous ne voulez pas avoir au-delà de ces signes-là d'autres inégalités, moi je suis, je ne sais pas si je suis ringard ou pas, un uniforme ou une tenue à l'école, plus qu'une expérimentation, je pense que ça aurait clairement du sens pour nos jeunes. Ça, c'est une étape qui vient après. Sur la question de la laïcité, c'est ce qui fonde également le bien commun. Vous savez aussi, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et ceux qui sont à l'œuvre veulent mettre à bas la République. Et donc, il faut aussi, comme le disait Vincent tout à l'heure, se battre pour ça. C'est très clair. C'est la réponse sur la laïcité. Je voudrais rebondir sur un ou deux autres points, si vous me permettez. Sur les autres points, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de politiques ont renoncé à améliorer la vie des gens. On gère, on se comporte en technicien, mais on a renoncé à améliorer la vie des gens. Et l'autre point aussi sur les quartiers, disons les choses telles qu'elles sont. Si ceux qui habitent dans les quartiers votaient massivement, beaucoup de responsables politiques se soucieraient d'eux. Ce qu'on oublie en politique, c'est qu'on est en train aujourd'hui, c'est la mode américaine, on réagit en fonction des niches électorales. Quand vous êtes élu, vous avez une obligation. Vous devez faire une politique pour ceux qui ont voté pour vous comme pour ceux qui n'ont pas voté pour vous et pour ceux qui ne votent pas. Vous faites une politique où les gens que vous recevez, qu'ils vous aiment ou qu'ils ne vous aiment pas, vous faites une politique pour tous. Du jour où vous êtes élu, maire, président de région ou président de la République, vous devez chercher à rassembler. Vous ne ferez jamais l'unanimité, mais si vous renoncez à rassembler, il est évident que jamais vous ne ferez à nouveau nation. C'est ça la réalité. Il ne s'agit pas d'être ingrat avec ses électeurs, mais de savoir que ce que vous devez conduire, c'est le service de l'intérêt général. Et c'est ça la clé. Juste, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, parce que vous l'avez tout à l'heure sollicité également sur les solutions. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas faire de polémique, mais parlons de la politique. Sans majorité parlementaire, aujourd'hui, il sera très difficile d'améliorer la vie des Français et de pouvoir justement permettre à la France de tenir vraiment toute sa place. Il y a quand même d'autres choses qui sont à faire. Soit le président change de stratégie, change de politique, mais en attendant, il y a quand même la démocratie sociale. Je ne sais pas si tout le monde a bien vu hier dans le discours de Patrick Martin, il a parlé d'un nouveau modèle économique et social. Ça a du sens. Et ça, je pense que la démocratie sociale peut permettre de conduire cela. Et l'autre aspect, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est ce à quoi je crois profondément, la République des territoires. Qu'on ait une nouvelle répartition des rôles. Que l'État s'occupe mieux de moins de choses, mais qu'il s'occupe mieux de ce qui est régalien. La sécurité, la justice, l'immigration, la défense, la préparation de l'avenir. Mais pour le reste, bon sang, si on veut de l'efficacité, il faut que ce soit dans les territoires que ça se passe. Et je ne demande pas à ce que les élus récupèrent les pleins pouvoirs. Je préfère 1000 fois qu'un préfet qui est au fait des réalités dans son département et sa région ait du répondant, qu'il y ait moins de pouvoir dans les administrations centrales, dans les ministères, mais plus pour les représentants de l'État en face de nous, et que le monde économique ait aussi la possibilité d'être plus efficace rapidement. Je souscris totalement à ce que dit Vincent, je le dis souvent, ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois, ce sont les entrepreneurs qui créent les emplois. Mais on a un rôle. Ce n'est pas seulement de ne pas mettre de bâton dans les roues, mais c'est de créer l'écosystème pour permettre justement cette réussite. Il y a enfin un tout autre aspect que la République des territoires et la démocratie sociale. Imaginez, ça fait maintenant 18 ans qu'il n'y a pas eu un référendum en France.
Le vrai sujet, c'est que nos gouvernants, surtout avec des mandats très courts, ont peur du peuple, ont peur de la réponse du peuple, des fois que ça viendrait compromettre la réélection. Mais parce qu'on dit aussi que le référendum ne suscite pas la réponse à la question qui est posée. En pensant que le quinquennat serait une très bonne chose parce qu'on voterait plus souvent. On est rentré dans un rythme à l'américaine. Celui ou celle qui rentre à l'Élysée n'a qu'une envie, c'est de se succéder à lui-même ou à elle-même. Et donc, du coup, on ne risque pas de penser à la prochaine génération, on ne pense qu'à la prochaine élection. Moi, je suis pour qu'on revienne à un mandat plus long, 6 ans ou 7 ans, et surtout qu'on n'ait plus peur de la pratique référendaire. Il y a effectivement une nouvelle forme de démocratie délibérative, mais moi je pense que les Français aujourd'hui ne peuvent pas se dire on nous demandera notre avis tous les 5 ans parce qu'ils sont de moins en moins nombreux à donner leur avis. Ce sont quelques pistes, la démocratie sociale, la République des territoires et cette pratique référendaire qui peuvent redonner du souffle à une formidable chose qu'est la démocratie, mais c'est vrai, qui est en danger. Mais je reste persuadé que c'est quand même le meilleur des systèmes. Et si tant est qu'on réponde à la question dans le référendum, et il y a toujours cette crainte qu'on réponde à une autre question. Chloé Morin, comment vous partagez les options que nous formule Xavier Bertrand à l'instant, et je sais que vous êtes on parlait de la baya, et on a une tendance à une forme de dictature des minorités aujourd'hui qui se met en place. Vous vous êtes intéressé, je sais, de très près en ce moment au wokisme. C'est pas pour le caricaturer ou le stigmatiser, mais est-ce que ces solutions institutionnelles ou ces solutions de pratique démocratique sont de nature à refaire comprendre qu'on peut faire société et que nous ne sommes pas qu'une somme d'individualité ou de corporations qui défend ses propres intérêts et ses propres droits en les imposant aux autres? Oui, parce qu'en fait, une démocratie, ce ne sont pas que des élections, ce ne sont pas que des représentants, c'est un ensemble de valeurs et de codes que l'on partage et la volonté, surtout, de vivre en commun. Ce que l'on voit sur la question des abayas, par exemple, c'est que finalement, notre système, et la laïcité en particulier, n'est pas testé uniquement par des gens de l'extérieur ou qui se référeraient à des codes différents. Ces valeurs, elles sont testées aussi par des gens de l'intérieur, c'est-à-dire des jeunes qui aujourd'hui peuvent ne pas être du tout musulmans, en l'occurrence, mais souscrivent au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de chacun, à un certain nombre de principes qui viennent porter atteinte aux libertés fondamentales et aux valeurs qui sont celles qui sont constitutives de notre société. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut mener le combat idéologique sur le plan des idées, et notamment chez les jeunes. Vous faisiez référence au wokisme. Il y a dans cette idéologie qui est plutôt une nébuleuse, un ensemble de militantisme très différents, il y a dans ces courants une remise en cause d'un certain nombre de fondamentaux qui permettent à notre démocratie de fonctionner. Je viens de citer la laïcité, mais il y a aussi, par exemple, la présomption d'innocence, il y a le principe de représentation. Quand vous dites que finalement, seules les femmes peuvent représenter les femmes, ou seuls les handicapés peuvent représenter les handicapés, ou les musulmans, nous sortons du modèle qui est celui que nous connaissons depuis plus d'un siècle, et nous entrons dans un autre modèle qui porte une autre logique, et cette logique-là, c'est la logique de la fragmentation. Et quand on se pose la question de la manière de refaire société, il faut aussi, plus que les institutions, enfin, pas seulement interroger les institutions, mais aussi interroger la culture politique qui est en train de s'installer, notamment chez les jeunes. Oui. Et Vincent Jeanbrun, vous me racontiez une histoire qui m'a vraiment frappé quand on préparait ce débat, qui fait écho à l'affaire de l'abaya, c'est ce qui se passe au conservatoire. Et je pense que c'est significatif aussi du rapport majorité-minorité et de la façon dont certains acceptent cette forme de remise en cause de nos principes démocratiques et républicains et laïques. Moi, effectivement, la démocratie, elle manque à sa parole quand elle est plus capable de protéger, mais aussi de permettre à un professeur, comme c'était le cas de Samuel Paty, de faire librement son cours sur la couverture de Charlie Hebdo. Et c'est le cas également quand, dans ma commune de l'Haye-les-Roses, dans un collège, au mois du Ramadan, en cours de musique, la prof demande à ce qu'on fasse le chant qui était prévu et que les élèves, de manière unanime, refusent au prétexte de respecter la culture, la religion et le fait individuel. Et dans cette anecdote donc, qui est poignante... y compris de la part de non-musulmans, qui disent non, on ne va pas le faire. Et qui disent à l'enseignante,
Aujourd'hui, si vous demandez à des enfants de confession musulmane pendant le mois du Ramadan de chanter, c'est comme si vous demandiez à un vegan de manger de la viande. Mon individualité, l'individualité de mes camarades prime sur le collectif de l'école. Et ça, c'est terrible. Alors, c'est terrible déjà parce qu'il y a eu un pas de vague généralisé, une tentation d'étouffer ce genre d'affaires instantanément. Mais effectivement, on voit bien que, comme le disait Xavier Bertrand et comme c'était dit à l'instant, il y a la question de la baya, il faut la régler vite, ça aurait dû être réglé depuis longtemps. Et de manière générale, effectivement, l'uniforme à l'école, comme ça existe déjà sur le territoire national, puisque dans certains dom-tom, territoires d'outre-mer, il y a déjà des tenues, un t-shirt, un short, il n'y a pas besoin d'aller en cravate, nœud papillon, c'est pas le sujet. Mais au moins, tout le monde est mis sur un pied d'égalité, je rejoins totalement Xavier Bertrand là-dessus. Mais derrière, les attaques à la laïcité, les attaques à notre pacte social aux valeurs de la République et de la démocratie, elles se font par plein de moyens. Et là, il faut redonner de l'autorité, et pour ça, il faut du courage politique, y compris à nos enseignants qui font face à des situations ubuesques, parce que cette enseignante, vraiment bien sous tout rapport, elle a fini par changer le cours ce jour-là, et on a cédé à une atteinte d'une minorité face à l'intérêt général, c'est inacceptable. Et Laetitia Strauch-Bonnard, comment on revient dans un système où on peut faire société, justement, puisque là, on est dans une inversion de valeurs? Normalement, dans une société qui fonctionne à peu près, on a ce qu'on appelle des mœurs. C'est-à-dire que ce sont des règles qui ne sont pas écrites. On n'a pas besoin d'une loi pour être à peu près d'accord de la façon dont on se comporte à l'école, dans la rue, comment on s'habille. Par exemple, on ne se promène pas tous tout nus, tous les jours, dans la rue, pour plein de raisons que je ne vais pas détailler, mais qui sont compréhensibles. Personne n'aurait idée de faire ça. Pourquoi? Mais parce que c'est dans les mœurs. Et ce qui est très grave dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se met à devoir légiférer sur des choses qui relèvent des mœurs. Moi, je suis très inquiète parce que si on légifère pour ça, eh bien, on va légiférer pour tout. Ça va en plus contre d'autres aspirations dans la société qui sont à libérer davantage. Mais on est obligé de légiférer, de prendre des mesures contraignantes parce qu'on n'a plus la contrainte sociale. Parce que les mœurs, ça marche comment? Ça marche parce que à peu près tout le monde fait la même chose, et quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il faut, eh bien on le regarde, on dit « Ah, regarde, lui, il ne fait pas comme les autres, c'est pas bien ». Le problème, c'est que dans un environnement où, en fait, la majorité fait ce qu'on ne devrait pas faire normalement, il n'y a plus ce regard social. Donc, sur le long terme, on sait tous que la solution, c'est qu'il y ait moins, disons, de séparatisme, je ne sais pas comment l'appeler autrement, de concentration, en fait, de contradiction avec nos propres mœurs dans certains endroits. Le problème, c'est que dans le court terme, on n'a pas le choix. Moi, je pense aux responsables politiques. Nous, alors on discute, on a plein d'idées, etc., plein de propositions. Les gens qui sont sur le terrain, qui doivent faire des choses, je pense qu'ils n'ont aucun autre recours aujourd'hui que prendre des décisions contraignantes. Et ça, quand même, c'est très triste, je trouve, pour notre pays. Ouais. Richard Malka, décision contraignante comme une étape nécessaire pour essayer de redonner un sens à une forme d'universalisme républicain et démocratique. On peut y croire? Il faut y croire. Ce que tout le monde décrit ici, c'est une espèce de démocratie à la carte. C'est-à-dire qu'il faudrait une démocratie pour les hétérosexuels, et puis une autre pour les homosexuels, une démocratie pour les musulmans, une démocratie pour les catholiques, une démocratie pour les blancs, une démocratie pour les noirs. Mais comment on fait, comment on vit ensemble si chacun a sa petite démocratie pour lui, ce qui est une aspiration actuelle? Comment on fait pour avoir un horizon commun, pour faire nation commune, pour faire un pays? En fait, c'est impossible. Alors, évidemment, il faut que les politiques s'occupent de manière pragmatique des problématiques, de manière efficace, en pensant à l'intérêt général, en peut-être avec de la décentralisation, davantage de décentralisation, sûrement. Mais il faut aussi, je crois, pour retrouver un horizon commun, il ne faut pas avoir peur de l'idéologie. Si nous n'avons pas une mythologie commune, alors nous n'avons rien de commun. Il faut une transcendance. C'est la mythologie qui réunit les hommes. Et les entreprises ont une part de responsabilité. Et il y a eu une époque où il y a eu une transcendance républicaine et elle a disparu. Elle a disparu, la mythologie républicaine. C'était l'universalisme que vous citiez. Il faut le retrouver. C'était la laïcité. C'était un rapport à la liberté. Elle est très contestée sous l'effet de l'islamisme d'une part, mais aussi d'un modèle anglo-saxon. Et nous sommes un peu seuls au monde à défendre cette vision du monde universaliste qui voudrait que nous vivions tous ensemble et que nous mettions de côté nos différences et nos particularismes pour nous concentrer sur notre condition humaine commune. Tant que nous ne réinventerons pas un horizon commun, une transcendance, alors je crains que ça soit compliqué de faire
de refaire une nation, une communauté unie. On va le réinventer au Conseil économique, social et environnemental au Palais de Iéna, Thierry Baudet. Moi, je suis frappé. Sur la dernière intervention, moi, je crois beaucoup à la nécessité d'un grand récit. Et en réalité, le pragmatisme n'est pas suffisant en lui-même et on a besoin de récits collectifs, d'une vision collective. Au cours du débat, là, on a beaucoup parlé, et je partage, de la nécessité d'une démocratie qui remplisse sa promesse d'efficacité, de sécurité, de progrès, de prospérité. Et on a beaucoup, et naturellement je le partage, et on a beaucoup parlé d'autorité, ce que je partage aussi. Mais je voudrais ajouter deux termes. Je voudrais ajouter le terme de confiance. On dit souvent que les Français ne font pas confiance aux institutions et aux femmes et aux hommes politiques. Je pense qu'on peut dire aussi, c'est un peu ce que tu sous-entendais, Xavier, que les femmes et les hommes politiques donnent le sentiment de ne pas faire confiance à la société et de ne pas faire confiance aux Français. Tu as évoqué le recours à des référendums pour revenir devant les Français régulièrement. C'est une possibilité. Moi, je plaide pour qu'on vienne devant les Français et qu'on les invite à donner leur avis sur les sujets qui les concernent. Parce qu'il y a une chose dont je suis sûr, même si l'abstention progresse, ça ne signifie nullement que les Français ne veulent pas être acteurs des sujets qui les concernent. Donc moi, je voulais ajouter le terme de confiance. Et puis, comme on a beaucoup parlé de crise d'efficacité, j'ai aussi envie de dire que c'est probablement une crise de croissance de la démocratie et qu'il faut inventer de nouveaux outils pour la faire vivre de manière plus continue. Merci à vous. Je voulais simplement répondre à un petit défi que m'avait posé Laetitia Stroche-Bonnard, qui était de citer un très grand philosophe qui s'appelle Henri Bergson et qui a très très bien décrit la tension inhérente à toute forme de démocratie et de société entre la clôture et l'ouverture. Et je crois que c'est ce que nous vivons aujourd'hui, mais il ajoute, et ça fait écho au titre de cette ref, il n'y a pas de fatalité en histoire, l'avenir sera ce que nous voudrons qu'il soit. C'est à nous d'agir. Merci à vous. Merci à tous les intervenants. Merci, cher Emmanuel Kessler. Merci à Bergson de s'être invité également dans ce débat. Merci, mesdames et messieurs.